Salut à toi jeune modéliste, aujourd'hui je me sens plus vieux parce que j'ai acheté une RC pour personnes âgées. Petite RC? Petite RC ou quoi? FTX, si tu ne connais pas cette marque, c'est un distributeur qui achète des machines en Chine et qui les redistribue en Europe et en Grande-Bretagne. Et en l'occurrence, ce pourquoi on le connaît le plus, c'est pour les crawlers. Il importe en majorité des crawlers de la marque RGT. C'est une marque qui fait des modèles cheap et des modèles un petit peu plus sophistiqués, scale ou un peu plus techniques. En gros, c'est une marque que tu retrouvais sur AliExpress encore il y a quelques années à des prix très bas. Et compte tenu du prix, le résultat à la fin était de correct à plutôt pas mal. Et pourquoi dans l'intro je t'ai dit que j'ai pris une machine pour personnes âgées? Tu vas comprendre tout de suite pourquoi. J'ai tout simplement acheté un Scal. Pourquoi cette blague entre le Scal et les personnes âgées? J'ai toujours vu le Scal comme étant un loisir pour les gens qui ont du temps, les gens qui aiment faire les maquettes, qui peignent des petits machins, etc. Et c'est vrai qu'on retrouve plutôt ça chez les retraités. Big up à tous les retraités. Pendant que moi, de mon côté, alors que j'ai commencé le crawler avec des machines les moins chères, quoi, des Scal crawlers, mais vraiment de base, sans trop de détails ni rien, et que j'ai essayé de les faire monter en performance de plus en plus, c'est bien de faire évoluer en performance tes crawlers, sauf que lorsque tu arrives sur des terrains de club, tes machines passent partout et tu te fais chier. Tu n'as plus aucune difficulté, tu n'as plus aucun plaisir, et avant même de commencer, tu sais que tu vas te balader et c'est plus drôle. Et plus la machine monte en performance, plus je suis limité dans les terrains sur lesquels je peux pratiquer. Ce qui fait que je suis revenu à un type de machine un petit peu plus basique en termes de performance, et là-dessus, le Yikong a été une révélation pour moi, puisque j'ai trouvé une machine qui redonnait sens au parcours de club, redonnait de la difficulté, sans pour autant aller dans ce que je craignais, c'est-à-dire une machine qui n'est capable de rien. Pour ceux qui ne connaissent pas, pourquoi un Scal Crawler est moins performant? Parce que ce sont des machines qui sont plus réalistes. Donc tu as plus de détails, tu vois une carrosserie avec des galeries, des accessoires, des vrais phares, tu as un habitacle, et tout cela fait du poids en haut. Et lorsque tu es sur des terrains un peu complexes, soit parce que tu es en train de grimper comme ça, soit parce que tu es en dévers comme ça, cette machine plus réaliste va avoir plus de difficulté à franchir les obstacles, elle va se retourner, etc. Et ça peut s'avérer frustrant. C'est ce qui fait que pendant longtemps, je ne me suis pas intéressé à cette catégorie. Mais heureusement pour nous, il y a des machines qui arrivent à allier des performances correctes tout en ayant une esthétique réaliste et un comportement aussi réaliste et sympa qui puisse permettre de reprendre du plaisir sur les pistes des clubs et sur des endroits hors piste, des terrains vagues autour de chez toi, il y a un peu moins d'obstacles, ou en forêt, en balade, en randonnée, etc. Le Yikong a ouvert la voie et je compte sur ce FTX Trooper pour continuer. En effet, je n'ai pas choisi ce modèle par hasard, je l'ai repéré sur internet il y a longtemps sur la chaîne RC Mode Aventure, qui lui possède le modèle sous le nom original RGT, a démontré que cette machine, elle pouvait faire des choses super sympas. Fait que lorsque la boutique RC Shop 66 a fait une promo sur ce modèle, je n'ai pas hésité longtemps pour me la procurer et justement vérifier par moi-même ce que je pouvais faire de cet engin sur les pistes à ma disposition. Je suis un récepteur 2 en 1, alors je sais pas, ça par contre c'est pas forcément quelque chose qui va me plaire, mais 60 ampères, le prix est aux alentours de 340 € environ, prix normal. En l'occurrence lors de la promotion on était plus autour des 300 €, donc c'est vraiment très correct comme tarif. Il y a une LiPo 2S livrée avec et un petit chargeur USB, alors ça c'est cool, il est vraiment full RTR. Cerveau 15 kg, ça risque d'être un petit peu juste. On sait qu'en crawler, il faut un peu de puissance. Transmission en métal. Ah, le châssis en aluminium 3 mm CNC, d'accord. C'est plutôt un gage de qualité sur le papier, ça. Un angle de braquage de 46 degrés, c'est bien. Comme ça, Scal, les pneus sont un petit peu plus petits, donc on a des 115 mm au lieu du 120 sur la plupart des machines dans le commerce. Sa spécificité, et pourquoi je m'y intéresse aussi, c'est que c'est un châssis court, je n'en ai jamais eu. C'est ce qui m'a fait toujours peur, les châssis courts, mais j'étais rassuré par les vidéos d'RC Mode Aventure. C'est un 285 mm. De l'autre côté de la boîte, il te donne d'autres informations. La transmission est dite LCG, donc ce qui voudrait dire qu'ils ont travaillé les masses pour qu'elles soient réduites le plus possible vers le bas. Tu as un support pour le treuil et tu as un système d'éclairage, ce qui est toujours en plus quand tu as un Scal, c'est de pouvoir pousser le réalisme au maximum et d'avoir surtout dès la sortie de boîte tous les petits accessoires qui font qu'elle est jolie, elle est plus sympa à voir qu'un modèle performance. Je l'ai pris en gris, là avec mon éclairage je ressors en marron gris, mais c'est gris. Au début je voulais le rouge, mais vu que la promotion portait que sur le gris, j'ai pris le gris, et finalement je regrette pas, il est plutôt sobre, plutôt sympa. À propos des accessoires, en perso c'est pas un truc qui me fait délirer de montrer tout, la radio, le machin, le manuel et tout, mais je me mets dans la tête de quelqu'un qui cherche des infos sur le modèle, et en l'occurrence il n'y en a pas énormément sur celui-là, et qui veut en savoir un petit peu plus avant l'achat en fait. De ton côté, moi j'aimerais que tu me dises dans les commentaires quelle formule tu préfères. Est-ce que tu préfères que je zappe assez vite sur le contenu et que j'aille direct sur la machine, ou si justement
tu penses comme moi et que ça peut être intéressant d'avoir ce genre de détails. Ceci dit, je vais essayer de pas en faire trop, on va condenser et d'aller à l'essentiel. Alors, cette radio, elle a un petit couvercle. Dedans, tu as les inversions de direction et de gaz. Tu vois que tu as plein de petits switches, il y a marqué drag brake là-haut, donc il y a des chances que tu puisses intervenir à distance sur le comportement du vario. Un dual rate de direction, un trim de direction, un dual rate des gaz, donc si la machine est trop rapide ou pas assez souple pour toi, tu peux jouer là-dessus pour la rendre plus souple et adapter à ta sensibilité de la gâchette. On a plusieurs boutons là, je sais pas si tous vont servir. Pour les petites mains, je trouve que la gâchette elle va un peu en avant. Je pense qu'on s'y fait, j'ai connu plus ergonomique. En revanche, la finesse de la radio est bien. J'ai un petit sac d'accessoires. Dedans, tu as un bac à batterie avec 2 sangles. Je vois des petits projecteurs. C'est des accessoires scale en fait, on dirait. On verra dans la notice comme quoi il faut ouvrir la notice. Ici, le chargeur USB pour la batterie. Donc ce sera une 2S. Dans un coin là, donc attention, il y a 2 petites vis. Attention, pas les paumer. Je pense que c'est pour fixer le bac à batterie. Détail du récepteur, détail de la radio. Alors les switches de la radio en fait, ils ont plusieurs fonctions. Ils te permettent de mettre ou pas le frein moteur, le type de lipo. Comme je pensais effectivement, le taux de drag brake, donc de frein de traînée. Le fait que lorsque ta voiture est en pente, est-ce qu'elle s'arrête net dans un sens ou dans l'autre, ou est-ce qu'elle va avancer un tout petit peu au ralenti. Il est réglable sur 4 niveaux, de 0 à 100%. C'est des combinaisons de switch en fait à faire. Je pense que la meilleure astuce, elle est de s'imprimer un bout de notice et de la coller sous la radio là, parce que pour retenir par cœur, ça va être un peu compliqué quand même. Il est comme ça, tout est en haut, donc 75%. Je vais passer à 100. En dessous, il t'explique en détail ce que sont les modes et ce à quoi ça correspond. La lumière, elle est donc contrôlée par le bouton Channel 3 ici. Tu as ensuite les vues éclatées qui sont plutôt lisibles, j'aime bien, avec toutes les références. Et enfin, la liste de toutes les pièces détachées avec leurs références. Et tu as même des options que tu peux trouver sur le catalogue FTX. On redresse les rétroviseurs, un vrai sticker réfléchissant, là, donc ça donne un petit peu plus de réalisme. Ce petit logo devant, quelque chose me dit qu'il va pas faire long feu. Le pare-choc est par contre assez balèze. Tu as un angle d'attaque qui est plutôt correct pour un Scal. L'angle de sortie est correct aussi. Après, c'est sur le terrain que ça se verra. Tu ne vois pas de clips, mais c'est pas une carrosserie clipless. Comme chez Traxxas, en fait, les clips sont dessous. Donc là, ils sont déjà défaits, ce qui me permet d'enlever la carrosserie relativement facilement. À l'intérieur, tu as, il est un peu le bordel. Tu as, tu as le câblage pour l'éclairage. Tu as l'habitacle. Par contre, le Lexan, il est ça va, franchement. La carrosserie, ça a l'air d'être cool. Potentiellement, j'ai des câbles option 1 mètre pour avoir d'autres éclairages. Ce logo là, ça fait 2 fois que je l'arrache, sans faire exprès. Tu vois, quand tu le tournes, en fait, il permet de faire tenir le haut du pare-choc à la carreau, là. Ça va être chiant. Je pense que je vais l'enlever assez vite. Je vais le perdre sur le terrain et après, ça va être la merde. Je sais pas si tu le vois, là. Ici, là, mais dès qu'il tourne, en fait, il se barre. Et j'aime pas ce verrouillage. Une vraie roue de secours, ça ajoute au réalisme. Le fait que les rétros soient rabattables, c'est pas mal parce que lorsque tu as des obstacles ou en cas de chute ou etc., ils se rabattent et ils s'arrachent pas. Ça évite d'abîmer ta machine, c'est bien. À l'intérieur de la carrosserie, contrairement au Yikong où tu as juste l'habitacle, là tu as l'habitacle et un pilote. Ils ont fait un petit effort en plus sur le look du pilote, petite casquette, petite lunette, logo FTX. Après, ça peut gêner ceux qui font du Scal++, c'est-à-dire qu'ils mettent eux-mêmes des figurines, des vraies figurines à l'intérieur de leur machine. Auquel cas, ça va t'obliger à faire des découpes parce que j'ai l'impression que tout est moulé, le volant, etc. Ouais, tout est moulé, donc il va falloir être pas mauvais en bricolage pour faire ça propre. Pour les gens comme moi qui n'ont pas envie de les pousser plus loin le réalisme, c'est très bien. Pour les perfectionnistes, ça peut être un souci. Après, tu as quand même le souci du détail, tu vois, on voit bien les petites aérations, il y a le tableau de bord avec tous les compteurs, même l'autoradio, j'arrive à voir le voyant warning, les 2 leviers de vitesse, vitesse courte, vitesse longue, et je n'en ai pas parlé, il y a bien sûr une galerie, alors ça ramène du poids en haut, mais ça a l'avantage de protéger le toit aussi lorsque tu te casses la figure. Une petite échelle à l'arrière, une plaque d'immatriculation, les feux bien sûr, puisque tu as des LED, c'est des vrais feux et pas des stickers. Tu as quand même plein de trucs sympas, tu vois, des petites poignées en plastique moulé, etc. plutôt que des stickers. Par rapport au Yikong, c'est quand même vachement plus détaillé, je te ferai le comparatif tout à l'heure. La batterie déjà à l'intérieur, c'est une petite batterie, c'est 2000 mAh LiPo. Inconvénient, au niveau autonomie, tu feras pas des heures de rando avec. Avantage, ça limite le poids. C'est plutôt pas mal parce que pour éviter que ta machine devienne une frustration ambulante, plus tu mets le poids vers le bas, plus tu vas compenser le poids de la carrosserie en haut. Et donc tu vas avoir une machine qui sera à la fois jolie et
théoriquement efficace. De là à dire que la transmission elle est SCG, je pense qu'il se touche un petit peu, mais j'ai vu plus haut. En 3S, il faudra voir si le combo les prend, mais moi je roule en Lipo 3S. Il a une boîte de transfert, alors ça peut être sympa parce que du coup, tu as un système anti-torque twist. Comme tu as le moteur dans ce sens-là, le moteur, quand il tourne, il va exercer une force sur la transmission qui fait que, en fonction du sens de rotation, il va avoir tendance à faire ça sur ton châssis, tu vois. Le fait d'avoir une boîte de transfert comme ça, et surtout si elle est inversée, permet justement que la transmission à l'arrière tourne dans le sens différent que l'avant, tout en permettant que les roues vont dans le bon sens, ce qui fait qu'en fait ça compense. Donc le moteur tourne dans un sens et la transmission de l'autre côté va aller dans l'autre sens, ce qui fait que l'un dans l'autre, ça va se compenser et donc éviter ces gros mouvements de caisse comme on a sur les machines de fabrication plus anciennes où tu as des mouvements un peu dégueux du châssis qui se tord dans un sens. Tu as des ponts droits, ce qui fait que tu vas avoir une garde au sol plus limitée que des machines comme le Yikong par exemple. Ça permet d'avoir la machine encore plus basse puisque des ponts portiques te la remontent légèrement. C'est une autre façon de conduire tout simplement. L'angle de braquage a l'air vraiment sympa. L'intérêt de l'Anthrax court, c'est que ça peut t'empêcher d'avoir à faire des marches arrière sur certains obstacles. Et le fait d'avoir une machine comme ça avec un Anthrax très court, c'est qu'elle va tourner très court. Là où d'autres machines sont obligées d'avoir des digues, des tank turns comme le Yikong, enfin obligées, c'est mieux pour elle. Elle ne va pas en avoir besoin parce qu'elle est étroite. Le cerveau, c'est vraiment un clin d'œil très appuyé à Traxxas. Cerveau bleu, par contre, il est en pignon métal. Le châssis, effectivement, est très joli. Châssis métal plein d'ancrage, ce qui fait que, en fonction de ton choix, ton terrain, l'avenir que tu donnes à la machine, tu peux faire pas mal de réglages. Petit regret pour moi, les pneus sont collés. J'aurais préféré des beadlock même plastique parce que ça permet de récupérer les pneus pour peu qu'ils soient performants et de les mettre sur des jantes ou plus jolies et puis aussi qui sont plus lourdes, ce qui améliore encore l'équilibre des masses. Oh, le tapis il est parti en vrac. Pour des pneus RTR, je trouve qu'ils ont l'air plutôt souples. J'ai l'impression que les crampons peuvent potentiellement plutôt bien travailler. La mousse risque d'être dure, mais ça c'est toujours pareil en général. Sortie de boîte, la mousse est dure et c'est à force de rouler qu'elle se fait et qu'elle permet aux pneus de mieux travailler, mieux accrocher sur les obstacles. Alors ça pourrait être pire. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit pire au niveau vitesse. Après, on verra la force sur le terrain. Voilà, j'arrive à le stopper à la main. Parmi les accessoires, tu as des petites bavettes sympas à l'arrière. On va arriver au premier truc qui me saoule sur cette machine. C'est que pour mettre la carreau, il faut passer les passages de roues là dans les trucs, dans les renforts. Voilà, être bien en face. Donc à l'arrière, je suis pas en face. Et là, tu vois que tu es bien centré sur le pare-choc derrière, bien centré devant. Et là, tu la retournes. Et là où le Yikong, il a juste une vis, alors j'ai peur de paumer à chaque fois, mais ça on se débrouille, mais il a juste une vis. Là, j'ai 4 plots de carreaux à mettre, et pour la démo, je vais en mettre que 2 parce que zut. Hein. Voilà, ici, 1 plot, 2 plots, 3 plots, 4 plots, c'est un peu relou. La suspension, elle me fait un peu, ouais, maintenant que la carreau est dessus, elle me fait un peu l'effet du Yikong. Donc, tu vois, un petit peu souple là. Les battements, il n'est pas foufou. Hein. Alors, des battements maxi. On va voir le croisement de pont, il n'est pas extraordinaire. Ouais, je passe 4 doigts à maxi. On a dit c'est pas une machine performance, mais un scale pourrait faire mieux, je pense. C'est un empattement court, donc peut-être que ça aide pas non plus. Il y aurait plus de croisements sur une machine plus longue. Channel 3 pour les lumières, qu'est-ce que ça donne? Je clique une fois, elle bip, et donc j'ai les feux arrière là qui s'allument. Et logiquement, voilà, si je mets un coup de marche arrière, tu vois les feux arrière. Quand je tourne, tu devrais voir des clignots et... oui, il y a des clignots. Devant, ça ne s'est pas encore allumé parce que ça s'allume, si j'ai bien compris, au deuxième clic. Et on va voir un petit peu, du coup, qu'est-ce qu'il donne en progressivité. Ça frotte. Alors effectivement, l'angle de braquage est très bon, mais il ne faut pas mettre des pneus plus gros parce que tu touches à bloc dans les passages de roues. Ça frotte la carreau. Ce qui fait que pour le choix des pneus, tu vas être obligé de passer des pneus un peu bas. Alors le cerveau est gigalant. Alors d'un côté c'est réaliste, hein, puisque lorsque tu es dans ton 4x4 à l'échelle 1, lorsque tu manœuvres, tu n'as pas des réactions comme sur un buggy. Mais c'est vrai que quand tu fais tes manœuvres, ça peut être chiant là, tu vois, sur le demi-tour là. Je pourrais avoir des anti-brouillards. Il y a le trou là, donc on peut rajouter des anti-brouillards s'il faut. Là, devant, là, dans le pare-choc. Je pense que la transmission, elle est moins bruyante voilà, que beaucoup de crawlers. Ça fait un bruit normal de transmission, mais beaucoup de machines font plus de bruit d'origine. Et malheureusement, on a des systèmes à courroie, mais ils augmentent tellement la démultiplication que ça fait chauffer les machines.
Ça, il faudra voir sur le terrain. Je trouve pas exceptionnel. Et le problème là, c'est que si tu veux améliorer, en fait, tu peux améliorer que par le moteur. Fait que mettre un moteur qui a plus de couple, à 55 tours par exemple. Et le problème, c'est que tu vas perdre en vitesse de pointe. Et si tu fais de la rando, je pense qu'il en a déjà pas beaucoup. Donc ça, c'est à voir. Et le truc, c'est que si tu veux un meilleur vario ou passer sur infusion, tu es obligé de te séparer de la radio aussi, parce que c'est un combo récepteur-variateur 2 en 1. Mais ça fait des frais, ça fait monter le prix, à condition que ça ne te convienne pas, bien sûr, parce que moi je râle, peut-être que toi ça t'ira. Hein. Si tu le connais pas, je t'en ai parlé pendant une partie de la vidéo, voici le Yikong 4106. Au niveau gabarit, pour un dixième, c'est plutôt valorisant. Là où moi où je l'aime, c'est que c'est un des premiers crawlers que j'ai où j'ai pas ressenti la nécessité de changer l'électronique. La douceur me va très bien. Voilà, c'est ça. On a un bien meilleur contrôle sur le Yikong. Et c'est des 60 ampères les deux contrôleurs. Hein. Et là, on a un vrai Hobbywing 1060 et la différence, elle se voit hein, clairement. Et le moteur est un 32 tours, donc il n'y a pas énorme différence. Après, voilà, lui, il a des ponts portiques. Donc dans les ponts portiques, tu as aussi de la réduction de rapport, donc ça l'aide un peu. Au niveau douceur de fonctionnement, le Hobbywing 1060 et ce moteur 32 tours sont nettement meilleurs que le FTX. Et là, comme je te disais, tu vois, le fait d'avoir des ponts portiques, je peux passer largement le point dessous, il est plus haut. Au niveau gabarit, pour du 1 dixième, il est encore plus impressionnant que le Yikong. Il est encore plus baraque. Au niveau empattement, on a les opposés. Donc j'ai un 324 1 dixième ici et un 285 ici, donc les plus larges quasiment en général en crawler et un des plus courts. Et au niveau carrosserie, il fait encore plus baraque que le Yikong, qui est déjà pas mal, mais il est un demi-pneu moins large. Après, ça, c'est les Louise aussi qui sont comme ça. Là où le capot, en fait, arrive à ses limites et qu'on a les passages de roues, lui il est déjà au max, en fait il est énorme. Pour le côté esthétique, franchement, il est vachement gratifiant parce que pour le prix d'un dixième, tu as une machine qui est vraiment d'un beau gabarit. Pour l'instant, mon point noir, c'est un peu l'électronique, il va falloir voir sur le terrain, mais à mon avis, je pense que cerveau et combo vont être limités, surtout le cerveau qui me fait peur. Donc ça, il faudra attendre les tests sur le terrain pour le voir. Comme j'ai la balance, je vais voir le poids total et la répartition des masses. Ce truc-là, ça a vraiment pas une grande utilité si tu fais pas de la performance. Il se trouve que moi, comme je commence à faire du crawler perf, ça a son utilité. En crawler, au niveau équilibre des masses, ce que l'on souhaite avoir, c'est 60% du poids devant, 40 derrière. Je pense qu'on en est loin. Mais ça permettra aussi de voir le poids global avec la répartition des masses, la petite batterie. Donc là, on est sur une machine qui fait 3 kg 97, donc presque 3 kg 100, avec une répartition des masses de 50-50. C'est très bien pour de la balade, de la randonnée. Par contre, quand tu vas avoir des obstacles à franchir, le nez va forcément monter. De plus, c'est une machine scale, les suspensions sont souples, donc elle va, à mon avis, facilement lever la patte et se déséquilibrer. Mais ça, c'est le jeu. Je prends une machine scale, c'est justement pour avoir du comportement scale. Et donc, ces nouveaux types de difficultés, ces nouveaux pilotages et le plaisir sur les parcours de club. Une dernière chose que j'aimerais voir, donc je vais essayer d'ouvrir le pont là devant pour voir si les graissages sont ok, parce que c'est souvent là que les marques font des économies et là que tu dois passer derrière toi en tant qu'utilisateur. Ouais, voilà, ben c'est exactement ce dont je te parlais. Il y a très peu de graisse. C'est vraiment le minimum vital. Donc là, faut pas hésiter à en rajouter. Et ça veut dire sûrement aussi que je vais devoir ouvrir la transmission, ce que j'ai pas envie de faire. Parce que s'il manque de la graisse dans les ponts, il en manque dans la transmission. C'est mieux que d'être à sec, hein. C'est pas non plus dramatique. Ça peut très bien marcher, c'est comme ça, sans. Mais c'est quand même mieux pour la durée de vie, la longévité de ta machine, si c'est bien fait déjà de base. J'en profite pour glisser un petit mot pour RC Shop 66, situé à Saint-Estève dans le 66, qui est une boutique physique et aussi s'occupe du circuit de Bao. Donc au niveau modélisme, il y a tout, hein. C'est boutique et circuit. La piste, tu l'as vu dans mes vidéos, la piste asphalte, elle est sympa, elle a été refaite en plus il n'y a pas longtemps. Il y a une immense piste TT que j'ai pas encore essayé, mais qui est vraiment immense. Et c'est aussi une boutique physique. Et même si son site internet, il est plutôt basique, c'est plus un site contact, tu peux l'appeler et, comme moi, te faire livrer des machines par la poste. En l'occurrence, moi, c'était du shop to shop. Et il peut avoir, sur commande, il a accès à la plupart des distributeurs. Tu peux avoir absolument tout. Il fait beaucoup de haut bas haut. C'est même spécialisé dans haut bas haut. Il a notamment sur les machines de piste, comme les VT, etc. Il a des petites astuces, donc il saura te conseiller pour l'optimiser, la régler, les pièces à commander pour que ta machine tourne encore mieux. Il fait du thermique aussi. Tu as vraiment de tout dans sa boutique, donc je t'invite à jeter un œil sur le site. Bah, tu as du FTX et il avait la bonne idée de faire suivre la promo de FTX dans sa boutique, ce qui n'était pas le cas des autres sites internet.
parce que ça l'a donné en fait au même prix que tu la trouves sur AliExpress. Sauf que sur AliExpress, si toutefois tu la trouves, au moment de passer à la caisse, il te dit que la machine ne peut pas être livrée dans ton pays. Alors que cher chez Shop66, j'ai pu l'avoir à ce prix-là pour quelques euros de plus et livrée chez moi par sur le marché. Donc si tu veux ce FTX, inutile d'aller sur internet chercher le RGT ou le FTX ailleurs, tu le commandes en France, tu auras le même prix quasiment. Vu l'évolution sur AliExpress sur les prix élevés, au-delà de 150 €, tu risques de te taper des douanes, donc te prends pas la tête. C'est fini l'époque où tu pouvais acheter du RGT pas cher sur AliExpress, déjà tu as plus de mal à en trouver, alors que sur des machines comme celle-là, les boutiques peuvent avoir du FTX à prix très très correct. Allez, pont arrière, c'est pareil, ça fait même encore plus sec. Vraiment le minimum vital. Après, il y a le minimum vital, on n'est pas sur une catastrophe, encore une fois. Par acquis de conscience, je préfère en rajouter. Je viens de retirer la batterie, je confirme que je trouve que la carrosserie, elle est chiante à aligner en fait, flemme. Mais bon, ça vaut le coup, t'as une belle machine au final. Je te retrouve sur le terrain pour l'essai, et puis on débrief après ça. Ah, il braque tellement bien qu'il frotte dans les ailes. Ouais, tenue en dévers, c'est ok. Après je fais gaffe parce qu'après vraiment il y a du gros dévers. On le transfère là. J'ai pas besoin de ça là. Ouais, il a tenu, il a tenu. Il se lève direct. Ah, il glisse. Ah non, il glisse pas. Ok, il était bloqué sur la pierre. Je pense que j'ai des roues plus petites aussi. Ça va pas m'aider. Ah, ça va, hein, franchement. J'aime bien les suspensions. Un petit peu souple comme ça et avec le poids de la carreau. Du coup, tu as des mouvements de caisse qui donnent un petit peu de réalisme. C'est vrai qu'au niveau contrôle, j'aurais aimé un peu plus de douceur. Que là, il avance un peu par à coup et il me met en galère. Là, ça va être compliqué, là, je pense. C'est là que tu vois que ça, bon, ça passe, mais ouais, il est un peu manque de... Là, j'aimerais qu'il soit un poil plus fin le Vario. Il va pas aimer ce bois là. Ouais, je pense que je vais galérer là. Non, là par contre, effectivement, bon, c'est glissant, hein, faut vraiment des bons pneus, mais là c'est chaud quand même. Et là, tu retrouves de la difficulté sur le parcours de club, donc tu peux faire du crawler en club. Juste tester l'avant parce que c'est un peu chiant quand même. C'est vraiment trop léger et ça frustre un peu. Par contre les bavettes, tu vois, c'est un problème là, parce que là t'es pas sur la roche, t'es sur la bavette. Ces planches là, elles accrochent beaucoup plus, donc c'est beaucoup moins glissant que les autres. Et là les pneus semblent mieux gérés quand c'est ce type de bois là que le bois lisse. Après voilà, la machine elle vaut 350 €. Compte tenu de la carreau, de tout ça, des phares, etc. Je sais pas si en 2025 on peut demander tellement plus à Scale Crawler. Est-ce que j'ai le droit de me plaindre de l'électro? Dis-moi ça en commentaire, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'après, le boulot, il est fait, c'est juste que j'aimerais mieux. Jolie machine, un gabarit vraiment sympathique, plus que pour beaucoup de machines de grandes marques au niveau esthétique, au niveau gabarit. Franchement, voilà. S'il te plaît, il y a peu de chances quand même que si tu n'as pas des grosses attentes en termes de performance, tu sois déçu. Potentiellement très bien en randonnée, en forêt, etc. Je pense que c'est une machine qui, pour une première machine crawler, ira très très bien. Si tu flashes sur le look, il y a peu de chances que ça se passe mal. N'oublie pas le pouce qui fait plaisir, un petit commentaire et de t'abonner à la chaîne, et ça encourage la chaîne. Les liens affiliés dans la description aussi pour soutenir, les tombolas pour animer la chaîne. Et quant à moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et on se dit à la prochaine. Ciao!